Avant de commencer cette histoire, écrivez dans les commentaires « Certaines blessures traversent les vies ». Ça peut paraître étrange maintenant, mais à la fin, vous comprendrez pourquoi je vous ai demandé ça. Ce que vous allez entendre n'est pas juste l'histoire d'une enfant de 4 ans. C'est quelque chose qui peut bouleverser tout ce que vous croyez sur la mort, la mémoire, et si les âmes reviennent vraiment pour guérir ce qui est resté ouvert. Peut-être avez-vous déjà ressenti que vous portiez une douleur qui n'est pas la vôtre, une culpabilité sans explication, une tristesse venue de nulle part, comme si quelque chose en vous se souvenait d'une blessure que vous n'avez jamais vécue. Parfois, le pardon n'arrive pas dans la vie où la blessure est née. Il a besoin d'une seconde chance, dans un autre corps, à une autre époque. Cette histoire a 3 moments qui vont vous donner des frissons. Et peut-être qu'au milieu de tout cela, vous comprendrez pourquoi certaines personnes entrent dans notre vie comme si nous les connaissions depuis toujours. Et même quand vous penserez avoir découvert le secret le plus profond de cette famille, attendez. Ce que la petite fille révèle dans les dernières minutes pourrait changer à jamais votre vision des coïncidences. Si ce voyage vous bouleverse comme il m'a bouleversé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Parce que ces histoires ne sont pas juste faites pour être regardées, elles sont faites pour questionner, ressentir et peut-être découvrir que le monde est bien plus mystérieux qu'on ne l'imagine. Une petite fille de 4 ans qui se souvient de sa mort dans les flammes. Des détails impossibles à connaître. Un secret de famille enfoui depuis 60 ans qui va bouleverser 3 vies à jamais. Les cris d'Émilie déchiraient le silence de la nuit parisienne pour la 3e fois cette semaine. Clara se précipita dans la chambre de sa fille, le cœur battant, et découvrit l'enfant de 4 ans recroquevillé dans son lit, le visage baigné de larmes, les petits poings serrés contre sa poitrine. « Maman, le feu me brûle !» sanglotait Émilie, ses grands yeux verts brillant de terreur dans l'obscurité. Clara prit sa fille dans ses bras, sentant son petit corps trembler contre le sien. L'odeur familière de son shampoing à la lavande ne parvenait pas à masquer cette sensation étrange qui l'envahissait chaque fois qu'Émilie faisait ses cauchemars. Une sensation froide, comme si quelque chose d'inexplicable rôdait dans leur appartement. « Ce n'était qu'un rêve, ma chérie, tu es en sécurité avec maman », murmura Clara en caressant les cheveux bouclés de sa fille. Mais Émilie secoua vigoureusement la tête, ses petites mains agrippant le pyjama de sa mère. « Non, maman, ce n'est pas un rêve. Je me souviens, papa Henri criait mon nom, mais je ne pouvais pas sortir. Les poutres tombaient et... » Émilie s'arrêta brusquement, portant ses petites mains à sa bouche comme si elle venait de révéler un secret qu'elle n'aurait pas dû dire. Dans la pénombre de la chambre, Clara observait sa fille avec un mélange de fascination et d'effroi. Comment une enfant de 4 ans pouvait-elle inventer des détails si précis sur des gens qu'elle n'avait jamais contactés ? Le lendemain matin, Clara observait sa fille grignoter ses tartines à la confiture, l'esprit encore hanté par les révélations de la nuit. Dans la lumière dorée du petit déjeuner, Émilie semblait redevenue une enfant normale, babillant joyeusement sur ses dessins animés préférés. Mais quand Clara posa devant elle une feuille de papier et des crayons de couleur, comme elle le faisait chaque matin, quelque chose d'étrange se produisit. Sans hésiter, Émilie saisit le crayon brun et commença à dessiner avec une précision troublante. Ses petites mains traçaient les contours d'une grande maison à 2 étages, avec des volets verts, exactement comme elle l'avait décrite la veille. Chaque détail apparaissait sur le papier. La cheminée en pierre, les poutres apparentes, même la balançoire accrochée au grand chêne dans la cour. « C'est très joli, ma chérie », murmura Clara, la gorge nouée. « Tu peux me raconter cette maison ?» Émilie leva ses grands yeux innocents vers sa mère, un sourire radieux illuminant son visage. « C'est ma vraie maison, maman, là où j'habitais avec papa Henri et Paul. »« Regarde, ici c'était ma chambre, » dit-elle en pointant une fenêtre au 1er étage. « Et là, l'atelier de papa où il fabriquait les plus beaux meubles du village. » Clara sentit ses mains trembler légèrement. Elle prit son téléphone et, discrètement, photographia le dessin. Cette nuit-là, après avoir couché Émilie, elle s'installa devant son ordinateur avec une tasse de thé fumant. Henri Dubois, ferme, incendie, 1963. Tapa-t-elle dans la barre de recherche. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle.
Un article de journal daté du 15 octobre 1963 s'afficha à l'écran. Tragique incendie dans une ferme du Lot. Henri Dubois, 45 ans, et sa fille Marie-Claire, 8 ans, périssent dans les flammes. La photo accompagnant l'article montrait exactement la maison qu'Émilie avait dessinée. Une ferme blanche, au volet vert, avec sa cheminée en pierre et son grand chêne centenaire. Clara porta une main à sa bouche, étouffant un cri de stupeur. L'article mentionnait également Paul Dubois, 18 ans, fils et frère des victimes, qui avait survécu au drame et témoigné aux autorités. L'incendie se serait déclaré vers 23 heures dans la cuisine, probablement à cause d'une bougie renversée. Paul Dubois, présent au moment des faits, a tenté de sauver son père et sa petite sœur, mais les flammes s'étaient propagées trop rapidement. Les mains de Clara tremblaient maintenant violemment. Sa fille de 4 ans venait de décrire avec une précision terrifiante une tragédie survenue 60 ans plus tôt. Une tragédie dans laquelle une petite fille nommée Marie-Claire était morte dans un incendie, exactement comme dans les cauchemars d'Émilie. Comment était-ce possible ? Comment sa fille pouvait-elle connaître des détails que même les archives historiques ne mentionnaient pas ? Dans le silence de son salon, Clara fixa l'écran d'ordinateur, réalisant que sa vie venait de basculer dans l'inexplicable. Clara ne dormit pas de la nuit. À 6 heures du matin, elle était déjà debout, une nouvelle tasse de café entre les mains, fouillant frénétiquement les archives en ligne. Chaque détail qu'elle découvrait sur la famille Dubois confirmait les récits d'Émilie avec une précision glaçante. Henri Dubois était effectivement menuisier, spécialisé dans la fabrication de meubles rustiques. Les témoignages de l'époque décrivaient un homme barbu, aux mains calleuses, exactement comme Émilie l'avait décrit. Sa fille Marie-Claire était une petite fille aux cheveux bouclés qui adorait dessiner et passer des heures dans l'atelier de son père. Mais ce qui troubla le plus Clara, c'est ce qu'elle découvrit sur Paul Dubois. Le jeune homme de 18 ans avait été interrogé longuement après l'incendie. Son témoignage révélait des incohérences troublantes. Il prétendait avoir tenté de sauver sa famille, mais les voisins avaient témoigné l'avoir vu sortir de la ferme en état d'ébriété, bien avant que les secours n'arrivent. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Clara sursauta. Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte, son doudou lapin serré contre elle, ses cheveux bouclés en bataille, exactement comme Marie-Claire sur les photos d'époque. « Je ne pleure pas, ma chérie. Maman réfléchit juste à quelque chose, » mentit Clara en essuyant rapidement ses yeux humides. Émilie s'approcha et grimpa sur ses genoux, regardant l'écran d'ordinateur. Son visage se transforma instantanément quand elle aperçut la photo de Henri Dubois. « Papa Henri !» s'écria-t-elle avec joie, pointant l'écran de son petit doigt. « Tu l'as retrouvé, maman. Regarde comme il sourit sur cette photo. C'était avant que Paul devienne méchant. » Le sang de Clara se glaça. Sur la photo en noir et blanc, Henri souriait effectivement, entouré de ses 2 enfants dans la cour de leur ferme. « Émilie, » chuchota Clara d'une voix tremblante, « comment tu sais que Paul était méchant ?» Le visage de la petite fille s'assombrit soudain. Ses grands yeux verts se remplirent de larmes, et quand elle parla, sa voix était différente, plus mature, chargée d'une tristesse infinie. Paul était mon grand frère, mais il buvait comme grand-mère Marguerite. Ce soir-là, il cria après papa à cause de l'argent. Il disait que papa ne lui donnait jamais assez pour ses besoins. Moi, j'avais peur, alors je me suis cachée dans ma chambre. Clara sentit son cœur s'arrêter de battre. Ces détails, aucun journal n'en parlait. Comment Émilie pouvait-elle connaître les disputes familiales qui avaient précédé la tragédie ? Paul a jeté son verre contre le mur de la cuisine. Le verre s'est cassé et les bougies sont tombées. Papa a crié « Paul, qu'est-ce que tu as fait ?» Mais les flammes montaient déjà. Émilie éclata en sanglots et Clara la serra contre elle, bouleversée. Sa fille venait de lui révéler que l'incendie n'était pas accidentel.
que Paul Dubois, dans un accès de colère, avait causé la mort de son père et de sa petite sœur. Dans le silence de leur appartement parisien, Clara comprit qu'elle tenait dans ses bras l'âme de Marie-Claire, revenue d'outre-tombe pour révéler la vérité. 3 jours plus tard, Clara était assise dans le cabinet du docteur Rousseau, un psychiatre spécialisé dans les phénomènes de régression et de mémoires antérieures. Elle avait trouvé ses coordonnées après des heures de recherche désespérées sur Internet, cherchant quelqu'un qui pourrait l'aider à comprendre ce qui arrivait à sa fille. « Madame Moreau, » dit le docteur d'une voix apaisante, « je sais que ce que vous vivez peut paraître terrifiant, mais vous n'êtes pas la première famille à me consulter pour ce type de phénomène. » Le docteur Rousseau était un homme de 60 ans, aux cheveux gris argentés, avec des yeux bienveillants derrière ses lunettes cerclées. Son bureau était chaleureux, rempli de livres sur la psychologie et la spiritualité. « Docteur, ma fille de 4 ans connaît des détails sur un incendie survenu avant sa naissance. Elle dessine des maisons qu'elle n'a jamais vues, parle de gens qu'elle n'a jamais rencontrés. Comment est-ce possible ?» Clara avait apporté tous les dessins d'Émilie, les captures d'écran des articles de journaux, ses notes détaillées de chaque révélation de sa fille. Le docteur examina attentivement les documents, son expression devenant de plus en plus grave. « Ces correspondances sont effectivement troublantes, » admit-il finalement. « Dans ma carrière, j'ai documenté plusieurs cas d'enfants se souvenant d'existences antérieures. La plupart du temps, ces souvenirs s'estompent vers l'âge de 6 ou 7 ans, quand la personnalité actuelle devient dominante. Vous croyez vraiment que ma fille pourrait être la réincarnation de cette petite Marie-Claire ?» Le docteur ajusta ses lunettes et se pencha vers Clara. « Madame Moreau, la science ne peut pas expliquer tous les mystères de la conscience humaine. Mais ce que je peux vous dire, c'est que votre fille semble porter un traumatisme qui ne lui appartient pas dans cette vie. Et cela peut avoir des conséquences sur son développement. » Clara sentit son estomac se nouer. Quelles conséquences ? Les enfants qui portent des mémoires traumatiques d'existences antérieures peuvent développer des phobies inexpliquées, des troubles du sommeil persistants, parfois même des symptômes physiques liés au trauma original. Comme pour confirmer les paroles du docteur, le téléphone de Clara vibra. Un message de la garderie d'Émilie. « Madame Moreau, Émilie a fait une crise de panique quand nous avons allumé les bougies pour l'anniversaire de Lucas. Pouvez-vous venir la chercher ?» Clara montra le message au docteur, les larmes aux yeux. « Docteur, que puis-je faire pour aider ma fille ?» Le docteur Rousseau réfléchit longuement avant de répondre. « Il faut que nous comprenions ce que l'âme de Marie-Claire cherche à accomplir en revenant. Dans mon expérience, quand des souvenirs aussi précis remontent à la surface, c'est généralement parce qu'il y a quelque chose d'inachevé, une vérité à révéler, une réconciliation à accomplir. »« Paul, » murmura Clara. Elle parle souvent de Paul, son frère. Il doit encore être vivant aujourd'hui. Le docteur hocha de la tête gravement. Si nous voulons aider Émilie à se libérer de ses souvenirs traumatiques, il faudra peut-être affronter le passé. Retrouver Paul Dubois pourrait être la clé de la guérison de votre fille. Clara quitta le cabinet avec une mission terrifiante. Retrouver l'homme qui avait tué sa fille dans une vie antérieure. La recherche de Paul Dubois prit à Clara 2 semaines d'investigation acharnée. Entre les appels aux mairies, les consultations d'annuaires et les recherches sur les réseaux sociaux, elle finit par découvrir qu'un Paul Dubois, né en 1945, résidait dans une maison de retraite médicalisée à Lyon. L'âge correspondait parfaitement. Si c'était bien lui, Paul aurait aujourd'hui 78 ans. Le cœur battant, Clara composa le numéro de la résidence Les Jardins d'Automne. Une voix aimable lui répondit. « Bonjour, je souhaiterais savoir si Monsieur Paul Dubois accepterait de recevoir une visite. Je suis une amie de la famille. » Un silence, puis « Monsieur Dubois ne reçoit jamais de visite, madame. En 15 ans de résidence ici, personne n'est jamais venu le voir. Il vit complètement isolé et refuse tout contact avec l'extérieur. » Clara sentit son estomac se serrer. Un homme qui s'était isolé du monde entier, exactement ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un rongé par la culpabilité. Pourriez-vous lui transmettre un message ? Dites-lui simplement que c'est au sujet de Marie-Claire et de la ferme blanche, qu'une petite fille se souvient de lui. Le voyage jusqu'à Lyon fut le plus long de la vie de Clara.
Émilie, assise dans son siège auto, dessinait tranquillement, inconsciente de la gravité du moment. Ses derniers dessins montraient toujours la même ferme, mais avec un détail nouveau, une silhouette d'homme qui courait vers la maison en flammes, les bras tendus. « Paul essayait de nous sauver », avait murmuré Émilie en coloriant le dessin. Mais il était trop tard. Papa Henri et moi, on était déjà partis vers la lumière. À la résidence, l'infirmière-chef, Madame Bertrand, accueillit Clara avec curiosité. « Monsieur Dubois a accepté de vous voir, ce qui nous a tous surpris. Mais je dois vous prévenir, c'est un homme brisé. Il ne parle presque jamais, passe ses journées à regarder par la fenêtre. Nous pensons qu'il porte un lourd secret. » Elle guida Clara vers une chambre au 2e étage, Émilie endormie dans ses bras après le voyage. « Monsieur Dubois, votre visite est arrivée. » L'homme, assis dans le fauteuil près de la fenêtre, se retourna lentement. Clara eut un choc. Malgré les années, elle reconnut immédiatement les traits de famille. Paul Dubois avait les mêmes yeux verts qu'Émilie, la même forme de visage qu'Henri sur les photos d'époque. Mais ce qui la frappait le plus, c'est l'expression de terreur absolue qui déforma le visage du vieil homme quand il aperçut Émilie dans ses bras. « Non, non, ce n'est pas possible !» balbuta-t-il d'une voix cassée, ses mains tremblantes, agrippant les accoudoirs de son fauteuil. « Marie-Claire, ma petite Marie-Claire !» Des larmes coulèrent sur ses joues creusées, et dans ses yeux, Clara lut 60 ans de culpabilité et de remords. « Monsieur Dubois, » chuchota Clara, « il faut que nous parlions. Votre sœur, elle est revenue. » Le vieil homme éclata en sanglots, et Clara comprit qu'elle venait de retrouver l'homme qui avait détruit sa propre famille dans un moment de folie et qui en payait le prix depuis des décennies. Émilie se réveilla doucement dans les bras de sa mère, ses petits yeux verts papillonnant avant de se poser sur le vieil homme qui pleurait face à elle. Au lieu de la peur qu'aurait manifesté n'importe quel enfant devant un inconnu en détresse, le visage d'Émilie s'illumina d'un sourire radieux. « Paul !» s'écria-t-elle avec une joie pure, tendant ses petites mains vers lui. « Mon Paul, tu es devenu tout vieux, mais c'est bien toi !» Le vieil homme hoqueta de surprise et de douleur. Ses mains tremblantes se tendirent vers l'enfant, puis se rétractèrent comme s'il s'était brûlé. « Marie-Claire, pardonne-moi, ma petite sœur, pardonne-moi » sanglota-t-il, son corps secoué de spasmes. Clara, bouleversée, s'agenouilla près du fauteuil et posa délicatement Émilie debout devant Paul. L'enfant s'approcha sans crainte et prit les mains ridées du vieil homme entre ses petites paumes douces. « Pourquoi tu pleures, Paul ? Je ne suis pas fâché contre toi. » Les mots simples d'Émilie firent l'effet d'un coup de poignard dans le cœur de Paul. Il leva vers elle des yeux rougis par des décennies de larmes refoulées. « Comment peux-tu me pardonner ? C'est à cause de moi, c'est à cause de ma colère et de ma stupidité que tu es morte, que papa est mort. J'ai détruit notre famille. » Émilie fronça ses petits sourcils, comme si elle fouillait dans des souvenirs lointains. « Tu étais malade, Paul. Dans ton cœur, tu étais malade. Maman Marguerite aussi était malade comme toi. Vous buviez le liquide pour oublier votre tristesse. » Clara retint son souffle. Émilie parlait de nouveau avec cette maturité troublante, comme si l'âme de Marie-Claire prenait temporairement le contrôle. « Mais quand les flammes ont commencé, tu as essayé de revenir nous chercher. Tu criais nos noms dans la fumée. Tu t'es brûlé les mains sur la porte de ma chambre. » Paul leva instinctivement ses mains et Clara aperçut d'anciennes cicatrices sur ses paumes, témoin silencieux de cette nuit tragique. « J'étais trop tard, » chuchota Paul. « Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, les poutres s'écroulaient déjà. J'entendais papa crier ton nom, je t'entendais pleurer, mais je ne pouvais plus vous atteindre. » Émilie se hissa sur la pointe de pied et, avec une tendresse infinie, caressa le visage ravagé de Paul. « Tu sais, Paul, là-haut, papa et moi, on te regardait. On savait que tu avais mal. Papa disait toujours « Mon pauvre Paul, il va porter ça toute sa vie. C'est pour ça que je suis revenu. » Le vieil homme saisit délicatement la petite main sur sa joue, comme s'il tenait un miracle. « Tu es revenu pour moi ? Pour nous tous, » répondit Émilie avec un sourire angélique. « Pour que tu arrêtes d'avoir mal, pour que tu saches que papa et moi, on t'aime toujours, et pour que tu rencontres maman Clara, qui a un cœur assez grand pour nous aimer tous. » Dans cette chambre silencieuse, 3 âmes se retrouvaient enfin, et 60 ans de culpabilité commençaient à se dissoudre dans les larmes de pardon d'un enfant. Paul avait insisté pour que Clara et Émilie restent à dîner à la résidence. Pour la première fois depuis des années, le vieil homme avait quitté sa chambre et s'était joint aux autres résidents dans la salle à manger.
Émilie, assise entre sa mère et son frère retrouvé, babillait joyeusement, racontant sa vie de petite Parisienne à Paul émerveillé. Mais alors que Clara coupait délicatement la viande dans l'assiette de sa fille, Émilie se figea soudain, son regard se voilant comme chaque fois que les souvenirs de Marie-Claire refaisaient surface. « Paul, » dit-elle d'une voix plus grave, « il faut que tu saches pour le bébé de maman Marguerite. » Clara et Paul levèrent simultanément les yeux vers l'enfant, surpris par ce changement de ton. « Quel bébé, ma chérie ?» demanda Clara doucement. Émilie posa sa fourchette et fixa Paul avec une intensité troublante. « Le bébé dans le ventre de maman, quand l'incendie a eu lieu. Maman Marguerite était enceinte de 3 mois, mais personne ne le savait encore, même pas papa Henri. » Paul devint livide. Ses lèvres tremblèrent avant qu'il ne parvienne à articuler. « Maman était enceinte ?»« Oui, d'une petite fille, » continua Émilie avec la certitude troublante qui caractérisait ses révélations. « Mais quand maman a vu les flammes, quand elle a compris que papa et moi on ne reviendrait pas, son cœur s'est arrêté de battre. Le bébé aussi s'en est allé vers la lumière cette nuit-là. » Clara sentit un frisson glacé parcourir son échine. Une prescience terrifiante commençait à naître dans son esprit. « Comment s'appelait cette petite fille qui n'est jamais née ?» chuchota-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Émilie tourna vers sa mère un regard rempli d'une tendresse infinie. « Clara. Maman Marguerite voulait l'appeler Clara, comme sa propre grand-mère. » Le monde semblait s'arrêter de tourner autour de Clara. Sa tasse de thé glissa de ses mains et se brisa sur le sol, mais elle n'entendit même pas le bruit. Paul la regardait avec une expression de stupeur absolue. « C'est pour ça que tu m'as trouvé, » murmura le vieil homme, sa voix rauque d'émotion. « C'est pour ça que tu as ressenti le besoin de chercher. Tu es ma petite sœur qui n'a jamais pu naître. » Les souvenirs affluèrent dans l'esprit de Clara comme une déferlante. Sa fascination inexpliquée pour les vieilles fermes, ses cauchemars d'enfance où elle cherchait désespérément une famille qu'elle n'arrivait jamais à retrouver. Ce sentiment permanent d'incomplétude qui l'avait toujours habité. « Mon Dieu !» souffla-t-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. « Vous êtes ma famille. Vous avez toujours été ma famille. » Émilie prit la main de sa mère et celle de Paul, les unissant dans un geste symbolique. « Maintenant, on est tous ensemble. Papa Henri et maman Marguerite sont qu'heureux là-haut. Ils nous regardent et ils sourient. » Dans cette salle à manger de résidence, 3 âmes brisées par une tragédie d'une autre époque venaient enfin de se retrouver, formant une famille que le destin avait séparée par les flammes, mais que l'amour avait réunie à travers les vies. Paul serra les mains de ses 2 sœurs et pour la première fois depuis 60 ans, sourit à travers ses larmes. Les semaines qui suivirent cette révélation transformèrent radicalement la vie des 3 protagonistes. Clara avait pris un congé sans solde pour s'installer temporairement près de Lyon, louant un petit appartement à quelques minutes de la résidence. Chaque jour, elle et Émilie rendaient visite à Paul, qui semblait renaître à la vie. Le changement chez le vieil homme était stupéfiant. L'homme brisé et silencieux qui passait ses journées à fixer le vide avait laissé place à un grand-père attentionné qui redécouvrait la joie de vivre. Il avait recommencé à parler, à sourire et même à participer aux activités de la résidence. « Regardez ça, maman Clara !» s'exclamait Émilie en montrant un petit cheval de bois que Paul venait de terminer. « Grand-père Paul a retrouvé ses mains magiques !» Car Paul avait recommencé à sculpter. L'atelier de thérapie occupationnelle de la résidence s'était transformé en son nouveau refuge, où ses doigts arthritiques retrouvaient miraculeusement leur habileté d'autrefois. Chaque jour, il créait de petits objets en bois pour Émilie, des animaux, des maisons miniatures, des poupées. Mais c'est le docteur Rousseau qui, lors d'une visite de suivi, remarqua le changement le plus significatif chez Émilie. « Madame Moreau, dit-il à Clara pendant qu'Émilie jouait avec Paul dans le jardin de la résidence, avez-vous remarqué que les souvenirs traumatiques de votre fille s'estompent ?» Clara hocha la tête, le cœur rempli de gratitude. Elle ne fait plus de cauchemars depuis notre première rencontre avec Paul, et quand elle parle de Marie-Claire maintenant, c'est avec sérénité, comme si elle racontait une jolie histoire. « C'est exactement ce à quoi nous devions nous attendre, » expliqua le psychiatre. « L'âme de Marie-Claire a accompli sa mission. Elle a permis le pardon de Paul et la réunion de votre famille spirituelle. Maintenant, Émilie peut grandir librement, sans porter le poids de ce traumatisme ancestral. » Pourtant, malgré cette guérison évidente,
Clara sentait qu'Émilie lui cachait encore quelque chose. L'enfant avait parfois des regards lointains, comme si elle écoutait une voix que personne d'autre ne pouvait entendre. Un soir, alors que Clara bordait sa fille dans le petit lit de leur appartement temporaire, Émilie prit le visage de sa mère entre ses petites mains. « Maman, il faut que je te dise quelque chose d'important. » Le ton grave d'Émilie alerta immédiatement Clara. « Je t'écoute, ma chérie. Marie-Claire va bientôt partir pour de bon. Elle dit que son travail ici est fini et qu'elle doit laisser Émilie vivre sa propre vie. » Le cœur de Clara se serra. Elle avait appris à distinguer quand c'était Émilie qui parlait et quand c'était l'âme de Marie-Claire qui s'exprimait à travers elle. « Quand » chuchota-t-elle. « Bientôt. Mais elle voulait que tu saches que tu as été la plus belle des mamans pour elle, et que grand-père Paul peut maintenant vivre ses dernières années dans la joie, pas dans la culpabilité. » Des larmes coulèrent sur les joues de Clara. Perdre Marie-Claire, même si cela signifiait retrouver pleinement sa propre fille, lui brisait le cœur. « Est-ce que tu pourras dire au revoir à Paul ?» Émilie sourit, et dans ce sourire, Clara reconnut une dernière fois l'âme sage de la petite fille morte dans les flammes 60 ans plus tôt. « Je lui dirai au revoir demain. Et ensuite, plus jamais il ne se sentira seul, parce qu'il saura que ses deux petites sœurs l'aiment pour l'éternité. » Le lendemain matin, Clara sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Émilie se réveilla différente, ses gestes plus lents, son regard empreint d'une gravité inhabituelle pour une enfant de 4 ans. Pendant le petit déjeuner, elle mangea à peine, se contentant de fixer par la fenêtre le ciel automnal de Lyon. « C'est aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Clara doucement. Émilie hocha la tête, ses petits doigts serrant fort son doudou lapin. Marie-Claire dit qu'elle doit partir avant que le soleil se couche. Elle veut dire au revoir à grand-père Paul d'abord. Le trajet jusqu'à la résidence se fit dans un silence empreint d'émotion. Clara observait sa fille dans le rétroviseur, remarquant cette expression mature et sereine qu'elle reconnaissait maintenant comme la signature de Marie-Claire. À la résidence, Paul les attendait dans le jardin, assis sur son banc favori sous le grand chêne. Il avait préparé un dernier cadeau pour Émilie. Une petite maison en bois, réplique parfaite de leur ancienne ferme, mais sans les flammes, sans la tragédie. Juste une belle maison familiale où un père, ses enfants et leurs rêves pouvaient vivre en paix. « C'est magnifique, Paul », murmura Émilie en prenant délicatement la maisonnette entre ses mains. « Papa Henri serait si fier de toi. » Paul s'agenouilla devant l'enfant, ses vieux yeux brillants de larmes non versées. « Ma petite Marie-Claire, je ne sais pas comment te remercier. Tu m'as donné ce que je croyais ne jamais pouvoir avoir, le pardon. » Émilie posa sa petite main sur la joue ridée de Paul, exactement comme elle l'avait fait lors de leur première rencontre. « Tu sais, Paul, pendant toutes ces années, tu t'es puni assez fort pour tous les juges du monde. Papa et moi, là-haut, on voulait juste que tu arrêtes de souffrir. »« Qu'est-ce que je vais devenir sans toi ?» chuchota Paul, sa voix brisée par l'émotion. « Tu vas vivre, Paul. Tu vas vraiment vivre pour la première fois depuis 60 ans. Tu vas rire avec les autres résidents. Tu vas créer de belles choses avec tes mains. Tu vas raconter nos histoires d'autrefois. Et quand ton heure viendra, papa Henri et moi, on sera là pour t'accueillir. » Clara sentit son cœur se déchirer en regardant cette scène d'adieu entre un vieil homme et l'âme de sa sœur décédée, incarnée dans le corps de sa propre fille. Émilie se tourna ensuite vers Clara, et dans ses yeux, l'âme de Marie-Claire brillait une dernière fois. « Maman Clara, merci d'avoir pris soin de moi dans cette vie. Grâce à toi, j'ai pu accomplir ce que j'étais venue faire. Maintenant, tu vas avoir ta vraie fille pour toi toute seule. Aime-la fort, parce qu'elle a un cœur magnifique. » « Marie-Claire, » sanglota Clara en serrant Émilie contre elle, « je ne veux pas te perdre. » »« Tu ne me perds pas, maman. Je retourne juste là où je dois être. Mais l'amour qu'on s'est donné, ça, c'est pour l'éternité. » Émilie ferma les yeux, et quand elle les rouvrit quelques secondes plus tard, Clara sut immédiatement que Marie-Claire était partie. Le regard de sa fille redevint celui d'une enfant de 4 ans, innocent et curieux. « Maman, pourquoi tu pleures? Et pourquoi grand-père Paul pleure aussi ?» L'âme de Marie-Claire Dubois venait de rejoindre la lumière, laissant derrière elle une famille guérie,
et une petite Émilie libre de vivre sa propre destinée. Le rire cristallin d'Émilie résonnait dans l'appartement parisien que Clara avait agrandi pour accueillir Paul. Le vieil homme, désormais âgé de 79 ans, avait quitté la résidence de Lyon pour s'installer avec ses 2 sœurs. Sa transformation était si spectaculaire que même son médecin parlait de miracle. « Grand-père Paul, regarde, j'ai dessiné notre famille !» s'exclama Émilie en brandissant fièrement son dernier chef-d'œuvre. Clara s'approcha pour admirer le dessin. Plus de ferme en flammes, plus de scènes tragiques. Émilie avait représenté 3 personnages souriants devant une maison ensoleillée. Une femme aux cheveux bruns, un vieil homme barbu et une petite fille aux cheveux bouclés. Au-dessus d'eux, 2 silhouettes translucides veillaient bienveillamment. Un homme et une femme que Clara reconnut comme Henri et Marguerite Dubois. « C'est magnifique, ma chérie », dit Clara en embrassant sa fille. « Tu es vraiment douée ?» Paul, installé dans son fauteuil près de la fenêtre, sculptait une nouvelle figurine en bois. Ses mains, qui tremblaient autrefois de culpabilité, créaient maintenant des merveilles avec une sérénité retrouvée. L'atelier qu'il avait installé dans la chambre d'amis embaumait la sciure de bois. Exactement comme autrefois. « Tu sais, Clara, » dit Paul en levant les yeux de son travail, « parfois je me demande si tout cela n'était pas écrit depuis le début. Cette tragédie, ces années de souffrance, nos retrouvailles, comme si nos âmes avaient tracé ce chemin bien avant notre naissance. » Clara hocha la tête en feuilletant le manuscrit posé devant elle. Elle avait passé les derniers mois à écrire leur histoire, encouragée par le docteur Rousseau, qui pensait que leur témoignage pourrait aider d'autres familles confrontées à des phénomènes similaires. « Le livre sera publié le mois prochain, » annonça-t-elle. « Les souvenirs de l'âme, notre histoire vraie sur la réincarnation et le pardon. » Émilie leva les yeux de ses crayons de couleur. « Est-ce que tu vas parler de Marie-Claire dans le livre, maman ?»« Bien sûr, ma chérie. Grâce à elle, nous nous sommes tous retrouvés. »« Elle était gentille, » dit simplement Émilie, avant de retourner à ses dessins. « Parfois, je rêve encore d'elle. Elle me dit qu'elle est heureuse là-haut avec papa Henri et maman Marguerite. » Paul sourit, ses yeux brillants d'une paix profonde. « Moi aussi, je rêve d'eux. Mais ce ne sont plus des cauchemars, ce sont de beaux rêves où nous sommes tous ensemble, où papa me dit qu'il est fier de l'homme que je suis devenu. » Le soir tombait doucement sur Paris. Clara regardait sa petite famille insolite, une fille de 5 ans épanouie, un grand-père adoptif comblé, et elle-même, enfin complète après des années de vide inexpliqué. Son téléphone sonna. C'était une femme de Marseille, désespérée, qui avait entendu parler de leur histoire. « Madame Moreau, mon fils de 6 ans prétend avoir vécu une autre vie. Il connaît des détails sur un accident de voiture survenu avant sa naissance. Pouvez-vous m'aider ?» Clara regarda Paul et Émilie, sourit et répondit « Bien sûr, madame. Donnez-moi votre adresse. Nous arrivons. » Car ils avaient appris que l'amour transcende la mort, que certaines blessures ne guérissent que par le pardon et que parfois les âmes voyagent ensemble à travers les vies pour s'offrir mutuellement la rédemption. Dans leur salon parisien, 3 cœurs battaient à l'unisson, portés par la certitude que leur famille était éternelle et que l'histoire de Marie-Claire Dubois continuerait d'éclairer d'autres chemins vers la guérison.